Cette loi a été faite pour me barrer la route. Oui. Mais elle est faite contre moi. Je sais qu'elle, ce n'est pas une bonne loi, mais je vais la respecter. D'accord. Donc, quand je vous dis cela, est-il républicain ou pas? Ah bah là, c'est républicain. Ah mais voilà, donc je vous retourne la question aussi. C'est républicain. Voilà, je vous retourne la question. C'est républicain. Voilà. Là, je ne parlais pas de 95, je parle de 2000. Moi, je parle de 95. Pas non, 2000, moi, je parle de 95. donc, en fait, on choisit la républicanité selon les... On choisit pas. Vous parlez de la même personne, et moi, je vous donne aussi un propos de cette même personne-là. Pour être cohérent, cette même personne doit être toujours républicaine. Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur? Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça? Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur? Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça? Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré au programme du candidat du RHGP, le président Alassane Ouattara, et pour décrypter le programme, déjà pour faire le bilan de son quinquennat et pour aborder son programme pour les 5 années à venir. Nous recevons ce soir sur notre plateau Tiekoura Aboubakar Diaby, délégué à l'implantation et aux adhésions au sein de la section RHGP France. Vous êtes également conseiller politique de l'Union des cadres. Bonsoir. Bonsoir à Carlyle, bonsoir à tous. Et Sigata Ouattara, président du comité de base de l'Union des cadres de la section RHGP France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la bande accompagnée de Insan. Bonsoir. Salut Caroline. Maître Didier Kakou. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Et en duplex, Jean-Yves Doué. Bonsoir. Bonsoir Khalil. On part pour 90 minutes, tel un match de football. On va essayer de décortiquer un peu le bilan du président et ses propositions pour ce nouveau quinquennat. D'abord, je voulais qu'on parle d'abord des questions de bonne gouvernance à Insan. Quel bilan faites-vous du président Ouattara en matière de bonne gouvernance? Alors moi je dirais en fait que le bilan en fait en termes de bonne gouvernance en fait il est assez mitigé. Pour moi il est mi-figue mi-raisin. Effectivement il y a eu des annonces en ce qui concerne la mise en place de certaines institutions en termes de contrôle. En termes de contrôle, on se rappelle comme ça qu'à l'avènement en fait de M. Ouattara au pouvoir, il a voulu véritablement essayer de mettre des organes en termes de surveillance, en termes de contrôle. Quel est le résultat après 15 ans de gouvernance? Qu'est-ce qui a été véritablement décelé? C'est là la question. Parce que nous savons qu'une institution telle que... la Haute Autorité pour la bonne merci, gouvernance. la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, voilà, effectivement, lors de ses rapports, a détecté certains éléments en ce qui concerne des gestions dans certains portefeuilles ministériels qui étaient plus ou moins louches, mais quelle était l'exécution, d'accord, après avoir mentionné cela. J'aimerais juste aussi apporter un élément qui est très important, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, en fait, qui est une institution qui était déjà pensée, mais son exécution a été mise en place sous le mandat de M. Alassane Ouattara. Nous avons vu ce que la Cour des comptes a relayé comme information. C'est un premier élément déjà qu'on peut saluer, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement en termes d'exécution? Après, il y a plein d'autres éléments, mais pour commencer, je dirais, il y a eu la mise en place sous les 15 ans de certaines institutions. Maintenant, quels ont été véritablement, après avoir divulgué au sein de ces institutions certains éléments, quelles ont été les exécutions, quelle était l'exemplarité qui a été donnée sous ces 15 ans de mandat de M. Ouattara? Vous avez planté le décor. Réponse du RHGP. Qui se lance? Bon, je voudrais d'abord remercier mes responsables qui m'ont permis de venir intervenir aujourd'hui sur votre plateau.
en l'occurrence le secrétaire national des militants de l'extérieur, M. Ouattara Draman, le délégué extérieur pays, M. Tidiane Koné de Paris. Et aussi, nous avons maintenant un coordinateur régional de campagne qui est à la personne du ministre des Affaires étrangères, M. Adom. Donc, cela dit, pour parler de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, il faut saluer déjà les efforts faits par le gouvernement. Le président Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, tous les organes dont nous parlions aujourd'hui n'existaient pas ou pratiquement ne fonctionnaient pas. Donc, on part d'une feuille blanche et on commence à bâtir une structure anti-corruption afin que les deniers publics qui sont générés par le développement de la Côte d'Ivoire soient mieux gérés et qu'il y ait moins de déperdition. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des brebis galeuses qui s'amuseraient à jouer avec la loi ou bien avec la gestion en tant que bon père de famille. Donc, il faut plutôt saluer les efforts du gouvernement, sa transparence, la mise en place de la Cour des comptes, par exemple, qui chaque fois fait un rapport pour que toute la nation sache quels sont les ministères ou les administrations où il y a eu des fautes, où il y a eu des manquements ou des faiblesses. C'est déjà un grand pas. C'est parce que cela est su de tous qu'on peut commencer à critiquer. Si cela n'était pas dit, que c'était mis sous le teignoir, ou bien sous le tapis, on n'en parlerait pas. Il faut plutôt féliciter le président de la République qui a donné une force nouvelle à l'inspection générale d'État, qui a créé une Cour des comptes, qui a créé une haute autorité pour la bonne gouvernance, qui enjoint tous les responsables politiques de déclarer à les prises de fonction leurs biens, de faire des mises à jour si possible, et à la fin de leur mandat, de déclarer aussi les biens qu'ils ont eus. Donc c'est déjà un grand pas. C'est parce que nous-mêmes en interne, on dénonce certains faits, qu'on les met sur la place publique, que d'autres personnes ou d'autres institutions peuvent aujourd'hui se mettre à nous critiquer. Pour le moment, je m'arrête là, ensuite on va continuer. Merci, je vais aussi appuyer parce que quand il disait qu'une chose est de mettre en place des organes, mais qu'en est-il pour le suivi? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Effectivement, si on se rappelle bien, il y a eu des sanctions. Puisque quand il y a eu des enquêtes par rapport à certaines directions au niveau de l'ARC-TCI, par exemple, il y a le DG justement qui a été en prison. Il y a plusieurs DG qui ont été débarqués de leurs fonctions suite à des audits où on a constaté certaines malversations. Donc, pour vous dire en fait qu'il n'y a pas d'impunité. Voilà. Donc, il y a déjà un élément qui existe, il y a des actions qui sont prises justement à l'effet de dissuader tous ceux qui voudront justement. Et comme il a dit, on est quand même dans des organisations, dans tous les pays du monde, la corruption gangrène nos sociétés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter ça? Il faut une volonté politique. Et déjà, la mise en place de ces organes et les sanctions derrière, pour moi, sont un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. Donc, il y a une continuité dans les efforts. Mais pour le moment, pour vous, en matière de bonne gouvernance, le chef d'État a vraiment révolutionné les choses. A évolué. On ne dit pas que c'est parfait, mais on dit qu'il y a un chemin qui est parcouru et qu'il y a une marge de progression, donc qui certainement vont être corrigée. On va aller point par point, rassurez-vous, on a le temps, Maître Kekou. Alors, monsieur a parlé du bilan et nous a fait savoir comme ça que... Voilà, monsieur Tiekoura a parlé donc des déclarations de patrimoine. Moi, j'aimerais tout de suite lui poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine du président de la République? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des cadres qui composent le gouvernement du RHDP? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des ministres? La réponse, j'imagine qu'elle est évidente, c'est non. Puisque ces documents-là, je le dévance, puisque, sauf monsieur à me prétendre le contraire, je vous laisse la parole. Je ne prétends pas le contraire. On a assisté à une conférence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, je pense il y a 2 semaines, au salon Hoche, qui a été très direct là-dessus. Toutes les personnes dont je vous ai parlé, ces personnes-là ont fait la déclaration de patrimoine, mais après, est-ce que on doit rendre cela public? Je n'en sais pas. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais sinon, si le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le dit, ça veut dire que cela existe. C'est une personne sérieuse, c'est une autorité morale assez sérieuse qui ne va pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas assez justes. Donc, avant de poser des questions, mais vous donner des réponses, prenez soin aussi d'approcher peut-être la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour savoir exactement ce qu'il en est. Nous sommes sur un plateau, donc il faut éviter souvent de faire des affirmations
qui peuvent sont tendancieuses en fait. Je vous rassure, je consulte régulièrement ce site-là et je n'y ai vu aucune déclaration. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut les publier ou il ne faut pas les publier. Ici, moi, je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin. Il y a 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence. Puisque un ministre qui est débarqué, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve. C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du Fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby l'a signé. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lanciné, qui certes est présumé innocent? Vous pouvez me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui. Et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talon d'Achille. Et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros. La bonne gouvernance. Jean-Yves, avant de donner la parole au représentant du RAGP. Je pense qu'il y a Maître et puis mon cher ami Franck qui ont vraiment tout dit pour l'instant, mais moi j'aimerais aussi revenir sur cette histoire de bonne gouvernance. Effectivement, pour moi, les institutions dont le RADP se gargarise là, moi je pense qu'elles ont été mises en place en fait pour, à la sortie de la crise, il fallait rassurer les bailleurs internationaux. Et donc, pour moi, ce sont des institutions vitrines. Et Maître l'a si bien dit tout à l'heure, elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, dans les faits, il n'y a pas de sanctions derrière. Oui, on voit qu'il y a certains ministres, il y a certains qui ont été épinglés, ils ont été, comme Maître le disait tout à l'heure, on débat quelqu'un, on le nomme à un autre poste. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que en fait, ça permet, est-ce que ça dissuade les autres de continuer dans cette action-là? Moi, j'ai dit non. Et donc, je pense qu'on doit tous s'accorder sur le fait que les sanctions n'y sont pas. Maintenant, s'il y a eu des sanctions, dites-nous là aujourd'hui, notamment, il y a eu l'histoire du fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a eu l'histoire avec la Cour des comptes, où la Cour des comptes avait, je crois, c'était l'histoire avec le SNEDAC, je crois. Ils avaient révélé quelques... Voilà. Et peu de temps après, on a vu qu'au sein du RHDP, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés. Et bon, après, on n'a plus entendu parler de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été... Voilà. En fait, on n'a pas de suite. On nous montre des histoires. Nous, on se dit que c'est un instrument peut-être politique pour essayer de faire taire certaines personnes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, dit ici aujourd'hui que cette institution-là... Et puis, moi, ce langage, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que tout n'est pas parfait. Non, je pense que c'est un foutou. On essaie de cacher beaucoup de lacunes à travers ce langage-là. Donc, il faudrait que vous dites là, ici, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait réellement? Quelles sont les personnes épinglées? Quelles sont les personnes qui ont été sanctionnées? Mais quand je parle de sanctions, c'est la prison. Parce qu'on voit que des gens insultent le président de la République, ils sont mis en prison et effectivement, en moins de 48 heures, même, ils sont enfermés. Mais et ceux qui détournent? Je pense qu'eux, ils sont plus dangereux que ceux qui insultent le président de la République. Merci Jean-Yves. Je pense que dans vos prises de parole respectives, on était que 2 points. J'ai noté pendant que vous parliez la question de la transparence, de la justice à double vitesse, comme on dit, et puis aussi de l'efficacité des institutions. Donc, je vous laisse répondre sur les 3 thématiques qui ont été relevées. Bon, pour répondre à Maître, je ne souhaiterais pas qu'on personnalise le débat. Monsieur Diaby Lanciné est une personne physique qui vit en Côte d'Ivoire, qui n'est pas ici, je tiens à le préciser, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas quitté le pays, il n'a pas abandonné le pays, il est en Côte d'Ivoire et il travaille. Donc je souhaiterais vraiment qu'on ne personnalise pas le débat.
citer une personnalité et dire qu'elle a détourné de l'argent. Accusé, non. Oui, mais j'ai respecté sa présomption d'innocence. Oui, vous avez dit présomption d'innocence, mais avec la conviction avec laquelle vous le dites, c'est comme si c'était avéré. Donc, du coup, si vous dites présomption d'innocence, vous devez avoir aussi la courtoisie de dire qu'il n'a pas été inculpé. Donc, à défaut, c'est de dire aussi que peut-être ce qui lui a été reproché, dans le fond, peut-être qu'il y a encore des éléments à prouver pour affirmer sa culpabilité. Non, rassurez-vous, c'est le seul dont je me souvian de l'identité. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien d'effectif qui a été reproché à M. Diaby Lanciné dans le fond, pour que cela puisse justifier peut-être la saisie d'une autorité judiciaire pour qu'il y ait... Non, c'est au parquet d'enquêter. Ça, après, je ne rentre pas dans ces détails judiciaires, je ne suis pas juge de formation. Moi, je vous dis de façon factuelle ce que je pense de cette histoire. Pour dire, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été, des directeurs qui ont été incarcérés? Oui. Il y a un directeur qui s'occupait de la gestion du patrimoine, je pense, foncier industriel, qui a été mis en prison. Il y a des DG qui ont pris la peau d'escampette parce que le procureur, justement, a engagé des poursuites contre ces personnes-là. Et je peux vous citer encore un certain nombre de personnalités comme ça qui ont eu mal à partir avec la justice parce qu'elles n'ont pas respecté la gestion de bons pères de famille des biens publics qui leur avaient été confiés. Donc, pour dire... pour rebondir sur ce que Jean-Yves disait, que les institutions ont été créées juste pour faire bonne figure. Mais il faut remercier le président Ouattara au moins. Autant de nos prédécesseurs, quand vous volez, le président vous disait « je vous vois voler, mais si vous n'arrêtez pas, si on vous attend, vous irez en prison ». Bon, entre quelqu'un qui met des institutions en place, qui contrôle, qui sanctionne, mais qui publie même la gestion des comptes de l'État, et celui qui ne fait rien, qui dit « vous continuez à voler, si on vous attend, vous irez en prison ». Je préfère celui qui met des institutions en place, qui les fait fonctionner, qui leur donne les moyens de leur politique d'agir, qui crée le parquet, le pôle financier qui a été créé justement pour juguler les crimes de délits financiers. Il faut plutôt encourager le président de la République, il faut plutôt le remercier pour tout cela. Mais tous ces efforts qui ont été faits, vous voulez que d'un coup on les balaye, qu'on les mette à la poubelle pour dire qu'il n'y a rien. C'est que non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et nous sommes actuellement un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Si on veut évoluer, arriver à un pays intermédiaire de la tranche supérieure, il y a un certain nombre de mécanismes judiciaires qu'on doit mettre en place pour atteindre les normes internationales de gestion des finances. Certains vous diront que ça fait 15 ans que vous êtes là. Oui, mais voilà pourquoi je dis que nous sommes arrivés à un stade de revenus intermédiaires inférieurs. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup de temps. Non, mais ça fait 15 ans. Et en 15 ans, il y a des pays qui n'ont pas obtenu cela. 15 ans. En 15 ans, vous trouvez que c'est peu? Vous trouvez que c'est trop? Enfin, non, je rappelle juste que ça fait... Voilà. Je vais rapidement rebondir sur ce que Jean-Yves a dit quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec la session, disant que beaucoup de choses ont été faites et qu'il reste encore des choses à faire. Je pense que c'est factuel. Et puis, ce n'est pas un fourre-tout. Venir dire ici qu'on a un bilan inattaquable serait, pour moi, pas objectif. Mais fort est de le constater. Ah, vous le dites chez vous, hein. Ah oui. Je ne sais pas, moi, je suis maître de mes propos. Je vous dis, et je vous dis, comme la plupart de nos leaders politiques, quand on les écoute, n'ont jamais aussi dit que le bilan était parfait, la perfection n'existe pas. Oui, le bilan, il est plus que satisfaisant, mais dire qu'il est parfait, non. Ça, je vous mets au défi de me sortir quelqu'un qui a parlé de la perfection. C'est juste que l'expression bilan inattaquable. Donc, dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que lui, Jean-Yves, reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, de 2011 à maintenant, il y a des choses qui ont été faites ou pas? Est-ce que pour lui, il estime que tout a été fait? S'il estime que tout n'a pas été fait, donc ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui ont été faites et il y a des choses à faire. Mais dire que c'est un foutu, pour moi, ça ne veut rien dire. Ok. En fait, c'est très intéressant à écouter, en fait, mes deux, je dirais les deux invités en face. En fait, il faut comprendre quelque chose. Il y a véritablement une confusion. Et merci en tout cas, Khalil, de rappeler quelque chose de très important. C'est 15 ans de gestion. Ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas un mandat. C'est 15 ans. Et ce que vous expliquez, il faut comprendre que fondamentalement, il y a des éléments, je me perds avec certains éléments dont vous évoquez. Vous avez cité un directeur, d'accord? Un directeur en charge du patrimoine d'État, dont je ne me souviens plus du nom. Vous aviez dit que d'autres directeurs aussi, d'accord, sont en fuite parce qu'ils sont à la recherche de l'État pour différents détournements. Et vous avez cité un exemple, M. Diaby Lanciné,
Je n'ai pas cité, c'est Maître qui a cité. Mais vous avez rebondi là-dessus. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Donc ne dis pas que j'ai cité. Non, mais moi lui qui a cité, c'est Maître. Alors, donc il est à côté de vous. Alors, voilà. Je rebondis sur vos propos. Il fait autant peur chez vous ou quoi? Non, c'est pas une question de peur, mais c'est une question de respecter l'honorabilité des gens en fait. Alors, c'est M. Tiekoura. Oui, c'est M. Tiekoura. Oui, M. Tiekoura, voilà. Je rebondis sur vos propos. Vous avez indiqué que M. Diaby Lanciné est installé en Côte d'Ivoire et que M. Diaby Lanciné n'a pas été gracié, n'a pas été remercié après de bons services. C'est suite à un scandale. D'accord, au fond d'entretien routier. Et pour rejoindre en fait Maître Kakou, il a dit quelque chose d'important parce qu'on a l'impression que nous sommes dans le langage de la rue, dans un remplacement basket. Allez, vous avez merdé là, on vous débat quelque part et puis la vie continue. Dans un état sérieux, on n'agit pas de la sorte. Vous aviez fait cas d'un exemple en faisant référence au précédent régime qui disait « je vous vois voler ». D'accord, mais il n'y a rien qui s'ensuit. Bah, on va citer, il y a eu des cas par exemple. D'accord, on a eu le cas de la filière cacao. Voilà, on a eu le cas de la filière café-cacao, dont je pense que l'épouse d'un des opposants qui fut Premier ministre, d'accord, a été citée dans cette affaire. Je ne suis pas en train de blanchir, d'accord, les différents régimes, mais il faut faire attention aux propos que l'on tient. La multiplicité d'institutions, moi, personnellement, me gêne. J'ai fait un constat entre les années 70, et je rebondirai même sur les propos de M. Ouattara, lors de la présentation de son film, qui disait que la Côte d'Ivoire était dans une pente, d'accord, d'acmé, ascendante dans les années 70 jusqu'à la crise des matières premières, il y a eu une chute. C'est récent, ça fait 2 jours. On avait moins d'institutions dans les années 70, mais on avait une efficacité au niveau de l'État. Est-ce que la multiplicité des institutions rime, d'accord, avec une efficacité de l'État? C'est ça la question. Il y a quelques années, je pense à peu près 27 ans de cela en Côte d'Ivoire, il y a eu une disparition de 18 milliards. Vous vous en souvenez? C'était un sujet d'argument dans un parti appelé le RDR quand ils étaient dans l'opposition. Le RDR, à cette époque, demandait des comptes, demandait à ce que des ministres cités dans cette affaire soient débarqués. Nous avons besoin d'exemplarité. Et pour être exemplaire, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans ou 20 ans. C'est une question d'audace et de volonté politique. Donc, je vais résumer. La multiplicité des institutions au sein d'un État n'est pas forcément une garantie de transparence et de bonne gestion. Deuxième point. Le fait de débarquer une personne citée dans une affaire sans que cette personne rende véritablement compte à la justice, d'accord, pour moi, n'est pas source de bonne gouvernance. Parce que l'on dit que le poisson pourrit par la tête. Et la bonne gouvernance doit aller du sommet jusqu'à la base pour donner l'exemplarité en ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas d'impunité. Tout citoyen est égal. Merci. Je pense. Ok. Avant que Sigata ne parle, est-ce que vous avez eu en main un dossier qui est un dossier d'enquête qui formellement inculpe comment je sais pas comment vous dire ça, inculpe la personne qui aurait détourné les fonds dont vous parlez, qui aurait fait cette mauvaise gestion. Lequel des personnes? Par exemple, du fer. Est-ce que vous avez un dossier, vous avez lu un rapport de la Cour des comptes, vous avez lu, bien évidemment, vous a transmis un dossier. Bien évidemment, non, on m'a pas transmis un dossier. Oui. Mais nous avons en fait effectivement. Vous ignorez le scandale du fer? Non, je ne l'ignore pas du tout, mais ce que je veux qu'on ait vu sur ce plateau, c'est le procès d'une personne. Ah non, attention, c'est pas une personne. Ne faites pas le procès d'intention. Monsieur Tiekoura, nous faisons pas. Je ne fais pas le procès de M. Diaby Lanciné. Il est le seul dont je me souvenais de l'identité. C'est ce qui a justifié que je vous insistez là-dessus. Non, monsieur Tiekoura. Et dit pourquoi il n'est pas allé en prison? Non, non, mais non. Donc il n'y a pas de culpabilité. Pour clarifier. Si un dossier nous parlons du fait que vous avez lu à travers les journaux, et ensuite vous portez une accusation contre cette personne. Alors, donc après, vous avez parlé. Si on circonscrit le débat, M. Diaby Lanciné, ce sera compliqué. Non, mais vous avez parlé. Oui, on va le faire. Je pense que Maître a cité un peu des responsables d'institutions. Il a cité plusieurs détournements. À mon retour, quand j'ai eu la parole, j'ai eu aussi à citer des responsables de sociétés qui ont été poursuivis. Alors pourquoi vous focalisez uniquement sur le fer? Bon, alors, d'accord. Je vais finir sur ces propos. Quand il parle des années 70 jusqu'aux années 80 où il y a eu la crise des matières premières, est-ce que vous avez bien cité les SODE, les sociétés où il y avait les SODE, sucre et tout ça? Tout à fait. C'est fini comment? Alors vous voulez parler de l'affaire de Borotoukoro? Tout ça, parce que... On y va, on peut en parler, monsieur. Parce que justement,
la Côte d'Ivoire, on parlait de miracle économique en ce moment. Tout à fait. Le président de la République d'alors voulait impulser un développement à la Côte d'Ivoire en faisant en sorte que l'État prenne le devant sur la création de richesses pour les populations. C'était déjà le cas. Je résume comme ça. Mais après, si l'IGE qui a été créé, c'est pas le président Ouattara qui a créé l'IGE, l'inspection générale d'État. Oui. C'était bien avant. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, quand on met en place une autorité, une autorité pour la bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de richesses qui se créent, il y a beaucoup de sociétés qui se créent, et que maintenant, peut-être que l'IGE seul ne suffit pas pour contrôler tout cela. Mieux, quand on crée la Cour des comptes, c'est pour certifier tous les comptes de l'État, pour regarder tout ce qui se passe dans tous les ministères. Bon, je voudrais vraiment qu'on puisse avoir un peu de recul. C'est bien de critiquer. Oui. Mais quand quelqu'un met en place un certain nombre d'institutions pour gérer, pour contrôler toute la richesse créée, je pense que cette personne est plutôt à féliciter plutôt qu'on lui jette Moi, j'ai une question pour qu'on puisse vraiment avancer. Je pense que la question des institutions, ce n'est pas forcément sur le volet du contrôle financier. Hein, et les institutions de la Troisième République ont beaucoup fait débat. Je me rappelle, moi, dans mes années de droit, on a beaucoup travaillé dessus, notamment la question de la vice-présidence et de l'existence d'un Premier ministre. On nous demandait souvent quelle était la nature de ce régime qui cumule à la fois un vice-président et un Premier ministre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce qu'on appelle le haut représentant du chef de l'État. Bon, je pense que c'est plus sur ce volet-là que vous pointez du doigt, messieurs. Si je me trompe, hein, vous pouvez me dire le contraire. C'était le propos de... Oui, en effet. C'est bien la ça, pour clarifier en tout cas. Hein, est-ce que on a même des ministres gouverneurs. Vous êtes en phase avec ces institutions-là? Je pense que le président a parlé de modernisation de l'architecture de l'État. Et de réduction aussi des membres du gouvernement. Bon, après ce que je peux vous dire, c'est le président de la République, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Après, dans la nomenclature de l'exécutif, c'est le président qui décide de ce qu'il pense être bon pour la Côte d'Ivoire, pour le pays. Bien. Si un autre parti politique arrive au pouvoir, s'il estime que toutes ces institutions dont parle Carlyle ne lui conviennent pas, il les annule. Oui, mais le président disait lui-même qu'il avait fréquenté des États où il avait besoin de 20 ministres pour fonctionner. Il disait qu'il n'avait pas besoin de 50 ministres, de 30 ministres, 15, 20 ministres, c'est bon. Aujourd'hui, on se retrouve à en avoir... Quand on parle de décentralisation de l'État, on peut y en venir. Quand vous créez les ministres gouverneurs et tout cela, bon, on va le développer. Attention, mais il y a un sujet particulièrement pour vous, la question de l'état de droit aussi, hein, qui fait partie du bilan du président Ouattara. Deuxième plus gros talon d'Achille. Moi, je ne serai jamais, messieurs, de ceux qui diront le bilan, il est à jeter. Non, vous n'avez pas un mauvais bilan. Vous avez de gros handicaps, à mon sens, dans la gestion de la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. On a parlé de bonne gouvernance, on parle de l'état de droit. L'état des libertés individuelles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau, il interpelle. Lorsque le droit à la sûreté n'est pas garanti, lorsqu'un individu se fait interpeller sans que ses droits procéduraux ne soient respectés, c'est un problème. Lorsque vous avez des individus qui sont détenus dans des délais et qui meurent malheureusement en détention alors que la loi impose un délai maximal de 24 mois de détention provisoire et qu'ils en font 4, 5, 6 ou 10, c'est un problème pour l'état de droit puisque les libertés individuelles, elles sont incessibles et elles sont à respecter. Lorsque la justice, qui est le garant de l'état de droit, fait paraître une impression de 2 poids, 2 mesures, donc de partialité, c'est aussi un problème pour l'état de droit. Et donc, c'est l'un de vos talons d'Achille. En 15 ans, vous n'avez pas réussi à doter la Côte d'Ivoire d'une justice dont les Ivoiriens seraient fiers. C'est un problème. C'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple sur cette criminalisation, moi c'est comme ça que je l'appelle, vous excuserez du terme, criminalisation de la parole publique. Je suis moi-même avocat. Combien de fois est-ce que j'ai eu des critiques, parfois en privé, de responsables de vos partis politiques me disant « Faites attention à ce que vous dites, vous êtes en train de jeter le discrédit sur une institution de la République. » Je suis avocat, monsieur, j'ai une déontologie qui ne me permet pas de tomber dans l'excès. Je critique en tant que citoyen ivoirien, parce que personne ne me le déniera, hein, ma citoyenneté ivoirienne, le fonctionnement de l'État, le fonctionnement d'une justice. Vous êtes en France, et je pense que la justice ici, tout le monde est plus ou moins fier de ce qu'il voit. Lorsque nous voyons... C'est pas le RN qui va le dire. C'est pas le RN qui va le dire, oui, mais ici, en même temps, ici, personne ne dira qu'il y a des juges corrompus. Vous voyez, ça c'est un fait. Personne n'osera le dire. Même M. Sarkozy, qui a été condamné à 5 ans ferme, n'osera pas dire des juges français qu'ils sont corrompus. C'est un problème. Moi, j'ai vu des scènes qui choquent
des individus qui sont assis dans l'entrecour du parquet avec leur téléphone en disant « je suis en train d'appeler le procureur de la République pour négocier ». Est-ce que vous imaginez cela possible ici? Non. Et ce sont des questions que nous souhaitons que vous corrigiez. C'est un handicap et on en parle pour que ça change. Parce que tout le monde a intérêt en Côte d'Ivoire à avoir une justice sûre de son infaillibilité, sûre de ses juges, sûre de son indépendance. Et c'est un problème sur lequel il va falloir travailler si vous êtes réélu. Parce que nous, on va vous le dire tout le temps, à nos risques et périls, la justice en Côte d'Ivoire aussi, elle ne rassure pas, messieurs. Voilà ce que moi je pouvais dire sur l'état de droit. Et pour compléter, un petit point statistique, la Côte d'Ivoire se classe 104e sur 142 pays dans le monde en matière d'état de droit. Jean-Yves, avant que je donne la parole au représentant... C'est un régime hybride. Non, ok. Bon, juste rebondir. Est-ce que vous connaissez M. Alou Boigny? Du tout. Ok, il fait partie en fait de votre équipe de campagne. Et il est magistrat. Il est magistrat. Et normalement, c'est interdit en Côte d'Ivoire. D'accord, vous prenez d'accord le code des magistrats, l'article 16, 17 et même 18 le stipule qu'un magistrat d'accord politiquement ne doit pas être prononcé. Et moi, j'ai été scandalisé de voir M. Touré Mamadou annoncer, d'accord, ce magistrat, M. Alou Boigny, d'accord, dans l'équipe de campagne. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'il en est? Il parlait tout à l'heure de l'état des droits. Je ne vais pas refaire tout ce qu'il a mentionné, mais véritablement, il faut proposer, il faut donner l'envie aux Ivoiriens, d'accord, dans leur ensemble, qu'il n'y a pas une justice sélective. Parce que vous l'aviez reproché dans le passé, cette injustice sélective, et aujourd'hui, on a l'impression, vraiment, vous avez tout en place, et même dans les choix que vous devez faire pour une équipe de campagne, comment choisir un magistrat, d'accord, dans votre équipe? Waouh, vous avez... Bon. Qui se lance? Bon, je vais y aller le temps que Sigata se prépare. J'ai bien compris les griefs. Les griefs, mais je prends ça plutôt comme des souhaits d'amélioration, des pistes d'amélioration de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que quand vous dites que dans la cour du tribunal d'Abidjan, quelqu'un appelle un procureur, bon, j'aurais bien voulu que vous dénonciez cela un peu plus tôt. C'est pas ici non, mais c'est filmé, c'est public, que vous allez le dire. C'est filmé, c'est moi, public. Je ne suis pas contemporain de ce fait-là, donc je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer. Donc après... Une source. Oui. Ouais. Donc après, l'état de droit en Côte d'Ivoire, je reviendrai encore là-dessus. Indéniablement, cela a évolué. Avant, quand on vous interpellait, on vous retrouvait à la baie du Banco avec une balle dans la tête. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été interpellés qui ne sont jamais rentrés chez eux. Mais aujourd'hui, quand on vous interpelle, le procureur de la République vous dit vos droits et vous êtes là. Si, je vous le dis. Non, ça ne justifie pas qu'on interpelle quelqu'un pendant 6 jours sans avocat. J'arrive. Laissez-moi finir. Allez-y, on va le laisser. Laissez-moi finir. Allez-y. Il n'y a pas de raison. Toutes les personnes qui ont été interpellées dans cette mouvance préélectorale, régulièrement, ces personnes-là ont donné des nouvelles à leurs parents, à leurs partis politiques, à leurs avocats. Ce n'était pas le cas avant. Donc maintenant, quand vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, de droit en Côte d'Ivoire, je dis non. Mais est-ce que il y a des réseaux sociaux qui sont là, est-ce que quelqu'un doit venir s'asseoir parce qu'il a une caméra ou un téléphone en face de lui et se lever et dire des choses qui mettent en mal la cohésion nationale ou qui mettent en mal un processus électoral ou bien qui veut créer la chaîne dans un pays? Je dis non. Je vous rejoins. Je dis totalement non. La liberté d'expression ne veut pas dire que vous pouvez dire tout et n'importe quoi pour mettre en mal la sécurité ou la stabilité du pays. Je suis vraiment désolé. Et de ce côté, je soutiens fermement le procureur de la République pour que chaque Ivoirien puisse respecter au moins la Constitution ivoirienne. Est-ce que vous avez déjà entendu M. Makosso Kami? Monsieur Makosso Kami, il va sur les plateformes, je ne pense pas qu'il insulte ou bien qu'il appelle à ce qu'il y ait une révolution en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Ah, d'accord. Donc en fait, le fait de ne pas appeler qui est... Voyez, le fait de ne pas appeler... Écouter. Jean-Yves voulait pas la parole. Ok. Parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Bien rebondi. Déjà, trouvez-vous normal qu'un citoyen ivoirien soit arrêté par des encagoulés? Et donc, après cela, on n'a pas de nouvelles de lui. Et c'est ce pasteur
et un journaliste qui donne l'information sur les réseaux sociaux. Après cela, sa famille sort. Tout le monde interpelle le gouvernement, tout le monde interpelle je veux dire, la justice pour savoir où est-ce qu'ils sont. On n'a pas de communiqué officiel pour dire, parce que là, vous dites que quand quelqu'un est arrêté, on informe sa famille. Mais ce dernier, Ibrahim Zighi, il n'a pas eu cette chance-là. Sa famille n'a pas été informée. Ça fait plus de 3 jours, ils n'ont pas eu l'information. Après, dans les recherches, on se rend compte que Ibrahim Zighi est à la Maca. Trouvez-vous normal cette procédure-là? C'est de tout ça qu'on parle. Et quand vous dites que non, il y a un état de droit, lorsqu'on arrête un citoyen, ses droits lui sont notifiés, il doit appeler ses parents, il peut appeler ses parents, son avocat, mais est-ce que ce dernier-là, il a eu cette chance-là? Et comme pendant ces 3 jours. Pendant ces 3 jours. Non, 5 ou 6 jours. Il a dit 3 jours, donc je pense que c'est 3 jours. J'ai dit plus de 3 jours. Pendant ces 3 jours. Mais est-ce que la garde à vue dure... Je suis un avocat, la garde à vue en Côte d'Ivoire... La garde à vue en Côte d'Ivoire est due 48 heures. Voilà. Pour des exceptions terroristes, ça peut aller jusqu'à un certain niveau. Pour ces 3 jours, parce que les propos que tenait Zighi, M. Zighi, en son temps, sont des propos quand même assez séditeux et puis tendancieux aussi. Séditieux. Séditieux et tendancieux aussi. Quand il dit que le jour de la proclamation de la liste des retenus pour la candidature, il faut que tout le monde se mette en orange et qu'il aille se mettre chose. On appelle, comment on appelle? À supposer. Non, je vais laisse terminer Jean-Yves et après vous aurez la parole tous ici. Rassurez-vous. Zighi a dit, le jour de la proclamation, il faudrait que les Ivoiriens se mettent en maillot avec les drapeaux et aillent dans les coins publics, notamment dans les maquis, pour regarder, pour écouter. À quel moment le fait d'aller dans un coin public pour écouter, là, à quel moment ça incite à l'insurrection? En fait, souvent, c'est-à-dire, moi je pense que le droit, il ne faudrait pas qu'on utilise le droit pour, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est un foutu, on utilise ça pour faire taire les opposants, c'est pas bien. Et donc, aujourd'hui, là, nous, quand on essaie d'attirer votre attention là-dessus, moi je pense qu'à un moment donné, il n'y a quand même pas beaucoup de choses, je dirais même pas mal, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Maintenant, c'est à nous, ça va vous mettre de nous dire. Il va reprendre la parole. Non, je vais juste intervenir pour dire que tout à l'heure, quand Maître parlait, il a dit que vous voyez ça comme une observation. Donc, ce sont des observations qui, je pense, figurent en fait dans notre nouveau programme. Vous allez voir un certain nombre de mesures justement à l'effet d'améliorer l'appareil judiciaire et tout. Et même quand il parlait de liberté d'expression, même en Europe, il y a des journalistes qui ont quand même été condamnés pour des propos allant au-delà de la liberté d'expression. On a des Zemmour, on a des Soral, mais ils n'ont jamais été interpellés chez eux à la maison. Non, condamnés déjà. Donc, oui, je veux dire, donc, pour dire en fait que oui, la liberté d'expression, et aujourd'hui on est quand même témoin qu'il y a cette liberté au pays. Vous avez l'occasion de voir plusieurs émissions télé où les gens ils viennent, ils disent ce qu'ils veulent, ils rentrent tranquillement. Nous, on aurait eu l'occasion, on aurait eu vraiment cette chance-là à l'époque. On n'a jamais eu cette chance. Vous ne pouvez pas dire des choses et puis rentrer tranquillement chez vous. Donc je vais dire, quand même, on ne peut pas jeter du revers de la main du fait que, oui, il n'y a pas un état de droit, le dire comme ça de façon absolue. Pour moi, non. Est-ce que vous avez vu des vidéos qui passent des personnes encagoulées qui enlèvent un peu, je ne sais pas si c'est enlever, mettre là, l'expression juridique appropriée, c'est quoi? Enlèvement, interpellation? Le procureur qualifie ça d'interpellation. Moi, j'irais plus loin, puisque les critères d'une interpellation ici ne me paraissent absolument pas remplis. Donc, j'irais plus loin que sur une seule interpellation. Ça va me permettre, Khalil, si tu me permets de reprendre la parole sur ce point-là, de dire que non, moi, je ne vous dis pas, et je ne vous dirai jamais que vous n'avez rien fait. Je dis qu'aujourd'hui, après 15 ans, la justice ivoirienne a des dysfonctionnements qu'on peut légitimement pointer du doigt, tout simplement comme un certain nombre d'autres pans de votre gouvernance. Et pourquoi je m'attarde sur la question de la justice et de l'état de droit? Parce que, voyez-vous, ça sert à l'intérêt de tout le monde, l'état de droit. Ce n'est pas des sympathisants ou militants du RHDP, du PPACI ou du FPI. Je revendique une appartenance à aucune chapelle politique, aucune. Et l'état de droit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'avoir une justice dont on est sûr, d'avoir une justice dont on croit en l'indépendance, ça rassure.
Et ça permet à tout le monde de vivre tranquillement. Les droits et libertés, ce sont des droits qui sont constitutionnels. Bien sûr, la liberté d'expression, moi le premier, je vais vous dire que ce n'est pas un blanc-seing et que ça ne permet pas à tout le monde de dire tout le monde et n'importe quoi. Moi, je n'accepterai jamais, et je le dis souvent publiquement, je défends des criminels, je ne défendrai jamais un homme qui insulte un homme. A fortiori un président de la République qui est une institution. Je vais donc vous rejoindre sur ce point. J'estime personnellement que lorsqu'on a une surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire, en revanche, on n'envoie pas tout le monde en prison. Lorsqu'on a des taux allant jusqu'à 300% de surpopulation carcérale, il faut s'emparer, mais ça ce n'est pas vous que je le dirai, ce serait peut-être aux magistrats, il faut s'emparer à ce que prévoit le Code pénal. Le Code pénal vous prévoit par exemple des mesures alternatives aux poursuites dont il faut vous emparer. Vous parliez tout à l'heure d'état de droit. Prenez la question par exemple du cas Lino Faso qui est peut-être diplomatique. Moi j'ai juste une chose à dire là-dessus. L'école de gendarmerie, ce n'est pas un lieu officiel de privation de liberté. On n'envoie pas un homme, on ne le détient pas, même pour sa propre sécurité, dans un lieu qui n'est pas un lieu officiel de privation de liberté. Lorsque certaines choses ne peuvent pas être corrigées par ce qu'on appelle l'effet contra legem, donc le contre la loi, eh bien on légifère là-dessus. Si on veut faire des lieux spécifiques pour incarcérer un certain nombre de détenus, on va le prévoir dans la loi. On va dire désormais un certain nombre de détenus seront ici, seront là, seront ici, seront là. Lorsqu'on sait qu'on ne peut pas juger des gens dans le délai de 2 ans, messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne devant l'Assemblée nationale et on dit on va allonger le délai de la détention provisoire. Ici, nous avons des délais de détention provisoire qui vont jusqu'à 4 ans. Mais c'est dans les textes, c'est dans les règles. Et donc, il faut que vous vous en empariez, finalement. C'est ce qu'on vous demande. Et je le dis souvent, ne voyez pas cela comme une critique de votre gouvernance parce qu'on serait opposé à ce que vous faites. On veut que cela s'améliore. Parce que je l'aurais dit, et je finirai par là, ça sert tout le monde. Ça sert tout le monde à un état de droit. Ok, merci maître. Je souhaite rebondir rapidement. Et puis après, je vous répondre, je vous donne collectivement. Okay. On est dans un cadre juridique. Hein. J'ai entendu en fait M. Tiekoura dire quelque chose de très intéressant. À l'époque, en fait, les gens n'allaient pas avoir cette chance. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête personnellement parce que c'est assez redondant. Et je l'entends depuis plusieurs mois. J'ai l'impression que c'est une communication de campagne. Je l'ai entendu par exemple M. Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, le dire lors de ses sorties. On se plaint sur la question de la justice actuellement en Côte d'Ivoire. Mais il fut une époque, on ne pouvait pas se plaindre parce qu'on retrouvait des gens sous des ponts, on retrouvait des gens d'accord dans les endroits 6 pieds sous terre. Je veux savoir en fait, combien de personnes avez-vous comptabilisé? C'est quand même macabre de le dire. Hein. Combien de personnes avez-vous comptabilisé par exemple en termes de pertes en vies humaines? Parce que il y a quelque chose qui m'embête. La justice, avant que votre parti n'arrive au pouvoir, elle n'existait absolument pas en Côte d'Ivoire. Je vais me focaliser sur les propos de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que là, vous êtes très républicain. Vous avez dit quelque chose d'important dans l'exemple de M. Ziggy. Ce que Ziggy tient est très dangereux et séditieux pour l'État. En 2000, M. Alassane Dramane Ouattara disait ceci. Il ne reconnaît aucunement, d'accord, la Cour suprême en termes de décision. Et réclamait, je vous donne la date, je vous donne la référence, 28 octobre 2000, journal Le Parisien. Vous pouvez aller le lire, vous le notez. Il dit, il ne reconnaît aucunement cette institution et demande absolument la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Car 2/3 de l'électorat ivoirien a été écarté concernant la non-admission de M. Henri Konan Bédié et sa candidature. Est-ce que pour vous, c'est républicain cela? Parce que, je donne un exemple qui est assez light, hein, assez léger pour parler en français, pour le cas de M. Ziggy, parce que M. Ziggy n'a même pas en fait condamné le Conseil constitutionnel. Il a juste dit allons assister à la décision. Là, on a les propos de M. Ouattara dans une posture d'opposant qui plus tard deviendra chef d'État. Il disait en tant qu'opposant, et quand on est opposant, on est républicain, d'accord? Il disait qu'il ne reconnaît aucunement la Cour suprême parce que 2/3 de l'électorat en Côte d'Ivoire n'est pas représenté et il insistait sur la reprise des élections. Comment prenez-vous cela, vous, aujourd'hui? Déjà en 1995, quand le président de la République actuel, M. Alassane Ouattara, a été écarté de la course à la candidature, et il a dit à ses proches, cette loi a été faite pour me barrer la route, mais elle est faite contre moi. Je sais qu'elle, ce n'est pas une bonne loi, mais je vais la respecter. D'accord. Donc, quand je vous dis cela, est-il républicain ou pas?
Ah bah là, c'est républicain. Ah mais voilà, donc, je vous retourne la question aussi. C'est républicain. Voilà, je vous retourne la question. C'est républicain. Voilà. Là, je ne parlais pas de 95, je parle de 2000. Moi, je parle de 95. Pas non, 2000, moi, je parle de 95. Donc, en fait, on choisit la républicanité selon les... On choisit pas. Vous parlez de la même personne. Et moi, je vous donne aussi un propos. Mais monsieur Tiekoura, pour être cohérent, cette même personne doit être toujours républicaine. Oui, mais elle est républicaine. Ah non, en 2000. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Monsieur Tiekoura, il faut qu'on aborde votre thématique. C'était pour lui dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vicieux en fait. Ah bon? Oui, c'est vicieux. Pourquoi? Parce qu'en 2000, oui. Il faut situer tout le contexte qui était là. On parle du coup d'état du général Robert Guéhi, oui. qui voulait coûte que coûte. Il y a plein d'anecdotes là-dessus que je peux vous citer. Mais on n'est pas là pour cela. Et après, on arrive à quoi? Et on vous regarde droit dans les yeux, vous n'êtes pas avec moi, droit dans les yeux. Après, à un moment donné, toute la classe politique ivoirienne a été écarté au profit de qui? Parce qu'ils pensaient pouvoir manipuler Laurent Gbagbo. Alors, donc en fait... J'arrive, j'ai pas fini. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Arrêtez, laissez-moi finir. Non, c'est intéressant parce que vous me donnez des exemples assez intéressants. Alors, en 95, M. Ouattara était républicain sur une décision unique, hein, parce que c'est une décision. Lui-même, il a reconnu que non, cette loi a été mise en place pour m'écarter. C'est quelque chose. Mais alors qu'il n'était pas concerné par la loi. Mais oui, mais il a dit, lui-même, vous venez, je répète vos propos. Oui. M. Ouattara l'a dit. Donc, la personne qui a intentionnellement, mis en place cette loi, voulait écarter M. Ouattara. Donc, pour moi, c'est négatif, c'est inique. Il a été républicain. 2000, M. Guy Robert également met en place, selon vos dires, un procédé qui est aussi inique. Alors, pourquoi, soudainement, il n'est plus républicain? Mais parce qu'aussi, à un moment donné, il faut savoir dire ça suffit. Ah, d'accord, on va en venir. Il faut savoir dire ça suffit. Pourquoi? Parce que, après, quand... je sais où... Je sais où vous l'en venez. Non. Ce débat, il va avoir... Oui, mais il faut qu'on avance sur le programme, monsieur. Voilà. Non, je n'ai pas encore fini. Une dernière question. On a eu le cas de Blaise Las, Daï Nestor. On estime que ces derniers-là ont tenu des propos, je dirais, insurrectionnels et tout. Ils ont été arrêtés. Par contre, les propos qu'ils ont tenus là, je pense que c'est le même vocabulaire aussi que le président Laurent Gbagbo depuis toujours il a tenu, hein, que le président Ouattara ne fera pas le 4e mandat, mais jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est en liberté, mais Daï Nestor, Blaise Las, eux, ils sont enfermés. On a l'impression que... J'espère que t'es pas sérieux, on a l'impression que cette justice-là, elle est sélective, c'est-à-dire on regarde les petits pois, on les arrête, et les gros pois, on a peur, on les laisse. Donc, à un moment donné aussi, il faut revoir tout ça. Bon, on va faire des chapitres d'état de droit. Je ne sais pas si je dois répondre à ce qu'il dit. On va fermer. C'est une question qui m'a été posée. Merci. Si on l'attrape là. Vous êtes un avocat, vous êtes un avocat. Non, mais on en rigole. C'est un débat. C'est un débat. Chacun dit ce qu'il pense. C'est déjà bien. Sans animosité. La liberté après l'expression existe ici. Je ne pense pas que monsieur... Comme M. Gbagbo dit cela, et on écoute bien ce qu'il dit. Bon, je suis très courtois et très poli, donc passons sur ce sujet. Ok. Bah, s'il a voulu botter en touche. Hein. Bon, non. Non, parce que les réponses que je vous ai données... Il nous reste, je regarde le chrono, il nous reste 45 minutes. C'est pour ça que je veux qu'on évacue. 45 minutes. Est-ce qu'on peut parler d'économie ou vous voulez qu'on aborde la question de la décentralisation? Allez-y. Décentralisation. Vous êtes prêts? On y va, la décentralisation. Maître. Maître, votre regard sur la politique mise en place par le pouvoir, sur ces questions de décentralisation, de modernisation de l'administration ivoirienne? Écoutez, moi j'ai entendu le ministre Patrick Hachi annoncer donc, la création d'un TGV Yamoussoukro Abidjan, c'est ça? Ouais. Bon. Boaké. Bon. C'est précis. Yamoussoukro, Boaké. Selon ce qu'il dit, ce serait pour amorcer... C'est Yamoussoukro Abidjan et puis Boaké aussi. Voilà, ce serait pour amorcer donc, le transfert de la capitale. C'est un regret sur cette question-là. Depuis 2011, c'est un serpent de mer, ce transfert de la capitale. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous pensez... Depuis 2000. Oui. Mais bon... Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur? Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques
était pratiquement nul. Et ça procède de quoi, tout ça, ce constat? C'est parce qu'il y a eu une crise politico-militaire pendant près de 10 ans. D'accord. Vous comprenez? Donc après, quand je dis crise, ça n'absout pas le développement, parce qu'à un moment donné, il y a eu la réconciliation, il y a eu, la réunification. D'accord. Et il y a eu les accords de Marcoussis qui ont permis à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Donc ça veut dire vous êtes comptable de ce bilan-là? Mais il y avait un président de la République qui était Laurent Gbagbo, qui avait les leviers du pouvoir, qui devait impulser une stratégie, comme le président Ouattara l'a fait quand il a pris le pouvoir. C'est parce qu'il y a un gouvernement d'union nationale que le président de la République, de facto, perd tous ses pouvoirs. Il peut, de façon consensuelle, s'il veut, mettre en place une politique de développement, puisque c'est lui qui a les manettes financières du pays. Donc il ne peut pas s'absoudre de cela, dire que c'est un gouvernement de réconciliation nationale. Et vous avez obéi de façon très... en tête d'un gouvernement, et puis voilà, on a travaillé avec lui. Donc après, il ne faut pas nous jeter la pierre. D'accord, donc vous dites que la Côte d'Ivoire sort du néant auquel vous avez finalement contribué, puisque vous avez co-dirigé la Côte d'Ivoire avec M. Laurent Gbagbo. Donc si la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011 c'était le néant, il y a une part de responsabilité. On peut dire aussi aujourd'hui légitimement que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire depuis 2000. Et pour des questions techniques rapidement, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour changer de capitale du point de vue Je pense que le RHDP saura nous le dire. Parce qu'on entend beaucoup en décentralisation, Yamoussoukro, mais... C'est le transfert des institutions, déjà, premièrement, le transfert des institutions à Yamoussoukro, transfert de tout ce qui est administration centrale le Sénat, à Yamoussoukro. Oui, il y a un hôtel particulier, il faut qu'il y ait une présidence, il faut qu'il y ait des représentants administratifs pour que les ministères y soient logés, les logements pour les fonctionnaires, et puis voilà. D'ici 2030, on aura cette promesse. Bon, ce sont de lourds investissements. Maintenant, si... Il faut oublier cette promesse. Non, pas forcément l'oublier. On peut la faire de façon progressive, parce qu'après, ça demande beaucoup d'argent aussi. Après, il faut prioriser les choses. Oui, mais il y a de l'argent, mais après, il faut vraiment prioriser les choses de telle sorte que ce développement-là soit vraiment inclusif. Bien. Parce que quand on va commencer à faire ce genre d'investissement, on trouvera encore des personnes qui vont dire « Oh, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'argent à temps? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres ici, il y a des pauvres là, pourquoi ?» Donc après, il faut que cela soit dans un cadre vraiment très cadré pour qu'on puisse avancer là-dessus. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là, en fait, en ce qui concerne la décentralisation. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte, parce que j'entends beaucoup de choses, et là, je ne suis pas vraiment d'accord. Yamoussoukro devient la capitale politique ivoirienne en 83. C'est une volonté manifeste de Félix Houphouët-Boigny. D'accord? On a un changement plausible de Yamoussoukro en quelques années. Vous avez même 88, pose de la première pierre en fait de la basilique avec Jean-Paul II, 90, inauguration de la basilique. On a Yamoussoukro qui est déjà pensé. Yamoussoukro est pensé au niveau de son architecture, tout ce que vous étiez en train de dire. Pour déplacer une capitale, en fait, on n'a pas nécessairement besoin en fait, de mettre 15 tours administratives. Parce qu'au plateau, il y en a combien des tours administratives imposantes? Non. J'ai dit bâtiment administratif. Oui, bâtiment. De tours, bâtiment administratif. On va aller sur les bâtiments administratifs. Laissons les tours. D'accord? Des bâtiments administratifs, on n'a pas besoin de 10 ans pour mettre en place des bâtiments administratifs. En Côte d'Ivoire, en plus. Ça coûterait combien? Pardon? Ça coûterait combien? Mais en termes de budget, je ne suis pas en fait architecte, je ne suis pas quelqu'un. Voilà, donc, attendez, quand vous avancez des choses par-ci, il faut le mettre ça au plus alors, si vous avez financier. Vous avez annoncé si vous injectez 1000 milliards, si vous injectez 1000 milliards. Ça a été annoncé, comme il a dit depuis le président Houphouët-Boigny. Monsieur Tiekoura. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent, ça veut dire qu'il y a eu des empêchements qui ont été faits, financiers surtout, qui ont été à la base. Monsieur Tiekoura. Donc après, ne venez pas dire que c'est le RHDP qui devait, en 15 ans, serment envoyer la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Monsieur Tiekoura, de 83 à 1990, Félix Houphouët-Boigny a mis en place, d'accord, l'urbanisation de Yamoussoukro. Il a mis en place, d'accord, des structures de développement de Yamoussoukro. Et je vous dis de 83 à 90, ça fait 7 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez trouvé la situation du pays dans un état délétère. D'accord? Je ne sais pas si c'est en 2 ans ou en 3 ans, vous avez rétabli et résorbé le gap différentiel dans l'économie en Côte d'Ivoire. Vous aviez eu à peu près, d'accord, 12 ans. Vous n'avez rien fait. D'accord, à Yamoussoukro. Je le dis clairement, c'est une question d'audace et de volonté politique. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est intéressant, parce que Maître Kakou vient de dire quelque chose d'intéressant. Vous êtes en fait, d'accord, des participants à l'action de Laurent Gbagbo. L'hôtel des parlementaires, dans cette situation de crise et de guerre, où monsieur Laurent Gbagbo faisait tout et n'importe quoi, comme on l'a souvent entendu, il a mis en place, d'accord, un hôtel parlementaire. Il a mis en place un hôtel parlementaire qui a été laissé dans un état, comme on le sait, parce qu'on a dit que les Chinois n'ont pas fait le travail. Mais venons-en au fait, c'est encore très intéressant.
parce que vous ne reconnaissez pas votre participation dans cela. Mais M. Patrick Hachi, lors de la présentation de son projet, de la délocalisation, d'accord, effective de cette capitale, Yamoussoukro disait quoi? Monsieur le Président, j'ai été pendant 10 ans dans cette équipe. C'est vrai, il faut l'admettre, on n'a pas eu les financements qu'il faut. Donc, il reconnaît qu'il a travaillé dans ce gouvernement parce qu'il était ministre des Infrastructures. Ce qu'il en est, vous aviez en fait, en termes de politique de décentralisation, je vous le dis sincèrement, c'était la catastrophe. On peut vous trouver de bonnes notes ailleurs, mais vous n'avez pas réellement une bonne politique de décentralisation. Parce que, attendez. Tout à l'heure, vous aviez dit, monsieur Tchekoura, laissez-moi. Monsieur Tchekoura, vous allez me couper dans mon élan. Non, je ne coupe pas. Voilà, c'est dommage. Je ne coupe pas. Pour vous, une bonne politique de décentralisation, j'allais en venir. Voilà, dites-nous là, parce qu'après, ça peut... Je vais vous donner des exemples. Il n'est pas candidat. Non, mais il défend je vais vous donner des éléments qui ont existé. Et je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Les SODE. C'est intéressant. Voilà, vous avez parlé des sociétés d'État, sous Félix Houphouët-Boigny. Vous saviez à l'époque, en fait, il y a ce qu'on appelait le miracle ivoirien. Projet, d'accord, proposé par 3 personnes. M. Diawara, Abdoulaye Sawadogo, Henri Konan Bédié. D'accord? À cette époque, on n'a pas voulu concentrer tout sur Abidjan. Vous avez parlé des SODE. Les SODE existent, par exemple, dans la localité de Touba et de Borutoukoro. Il y a eu aussi d'autres SODE. Et à Mans également. Oui, même dans d'autres structures. Parce que, oui. On a pensé à... Et les SODE FEL et tout ça. Merci. Attendez. Oui, c'est parfait. Mais quand on sait pourquoi, en fait, l'on place ces SODE-là dans des zones géographiques de la Côte d'Ivoire. D'abord, attendez. Ce sont des mannes. Attendez. Non, parce que j'ai la réponse. Allez-y. Ce sont des mannes génératrices. Ce sont des mannes génératrices d'emploi. Ce sont des mannes naturellement, d'accord, s'il y a une forte densité de la population qui vont naturellement délocaliser des structures de l'État, brigade, tribunal, on parlait tout à l'heure d'état de droit, d'accord, école, dispensaires, parce qu'économiquement, ça devient des pôles attractifs. Monsieur Patrick Hachi l'a présenté, d'accord, dans l'implantation de certaines sociétés qui seront faites à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un fait, parce que la décentralisation n'est pas seulement qu'institutionnelle. La décentralisation peut être économique, il faut la penser. Donc là, sur ce coup, vous avez échoué. Les ministres-gouverneurs, ils servent réellement à quoi? Non, mais véritablement, les ministres-gouverneurs, est-ce qu'on a besoin de ministres-gouverneurs? Nous avons déjà des conseils généraux, nous avons des préfets, nous avons tous ces éléments. À un moment, il faut reconnaître. Vous avez eu des volets franchement top, il faut le reconnaître. Mais en termes de décentralisation, je peux vous le dire, monsieur, c'est un échec. Mais j'attends surtout d'avoir des réponses efficaces pour la décentralisation. Vous n'allez pas prendre la parole. Voilà, je m'arrête. Bon, quand même, parce mais vous m'inspirez, monsieur Tchekoura. Vous m'inspirez. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un débat d'idées ici. C'est très bien pour la démocratie. Maintenant, je pense que monsieur Tchekoura, monsieur Sigata veut prendre la parole. Oui, monsieur Sigata, je vois, me paraît, c'est notre... Non, par rapport à la décentralisation, parce qu'il semble résumer le transfert de la capitale. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de projets déjà qui se font. C'est-à-dire que, comme il le dit, la décentralisation n'est pas seulement que administrative, elle est aussi économique. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer des pôles économiques dans les grandes régions, de sorte justement à permettre aux gens de... Donc, ce n'est pas que... On n'a pas attendu, ce n'est pas seulement que des industries, mais il y a aussi une bagatelle de mesures qui vont avec. Donc, il y a l'école, par exemple. Donc, il y a des universités qu'on a construites dans les différentes régions. Et puis aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que, comme le ministre Adjumani l'a dit, créer des unités de production en fonction des spécialisations des zones. Par exemple, au nord, la NACAD, vous avez vu, récemment, on a inauguré une unité d'égrainage de noix de cajou au niveau du Nord. Et il y a plusieurs unités, 151 unités, même si elles n'ont pas l'envergure d'une industrie, mais ce sont des micro-unités justement qui existent aujourd'hui. Et l'idée, c'est un peu de localiser les zones comme Mans, où il y avait à l'époque le soja, et à Mans, la sodérie. Là où j'habitais juste à côté de la Sodérie, effectivement. Donc, l'État a repris justement ces projets de sorte à décentraliser et créer des pôles économiques. Et même dans le projet qu'on a aujourd'hui, vous le verrez. Et même quand on parle de l'administratif également, il y a quand même au niveau des tribunaux, de 9 tribunaux, on est parti à 35, il y a eu la réhabilitation. Donc, permettre justement aux gars qui sont à l'intérieur du pays d'avoir accès justement à l'administratif, aux tribunaux, au lieu de venir jusqu'à Abidjan. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà... Et sur les ministres-gouverneurs que vous interpellez dessus, quel était le sens de cette nouveauté? Bon, encore une fois, je reviens à la politique du président de la République. Le jour où un autre parti politique viendra au pouvoir, qu'il estime qu'il est ministre-gouverneur, il n'en veut pas, il ne les nomme pas. Donc je ne vais pas justifier
les décisions du président de la République sur un plateau. Vous êtes mal à l'aise. Je ne suis pas mal à l'aise. Je ne suis pas mal à l'aise avec. Pourquoi? Parce que il y a le ministre-gouverneur, par exemple, de la région de Korogo, de la région des Savanes, qui a initié dernièrement un forum Invest dans le Nord. Oui. Quand on fait un forum d'investissement, c'est pour que on a identifié toutes les potentialités économiques qu'il y a dans ces régions et qu'on invite les investisseurs à venir regarder et à y investir. Voilà déjà... Monsieur Djabé, maître, je passe au contour de maître, en droit administratif, pardon, il y a le préfet, autorité déconcentrée, oui. Mais au niveau du conseil, oui. Décentralisé. Oui. Quel est le rôle de ce ministre-gouverneur encore? Le ministre-gouverneur. Certains disent que c'est pour satisfaire des amis qui n'ont pas eu de... Justement, parce que je ne comprends pas au fait. Merci pour le forum Invest au Congo. Au Congo. Mais je ne vois pas la pertinence. Enfin, je me pose des questions étant juriste de formation aussi de savoir à quoi sert encore un ministre-gouverneur là où on sait qu'il y a un préfet, comme disait Odiron Barrow, qui est censé contrôler l'action des autorités décentralisées. Qu'est-ce qu'il vient faire ce ministre? Et les gens ont pris des exemples. Regardez par exemple au lendemain des élections municipales, c'est là qu'il y a eu ces nominations. Et à Cocody, on sait que c'est monsieur, rappelez-moi son nom, le protocole du chef du protocole du président. Claude Saï? Non, pas. Éric Tabar nommé ministre-gouverneur de Cocody alors que... Non. Enfin, il est vice-gouverneur d'Abidjan. Voilà, mais voilà, les gens ont vu un peu comme une sorte de rattrapage, quoi. Je sais pas... C'est pour ça que je pense que la question de Nissan était assez pertinente. On va fermer le sujet avec Jean-Yves et puis on parlera un peu d'économie. S'il vous plaît, avant Jean-Yves, pour structurer pour donner encore plus de structuration à ce que Sigata vient de dire, par exemple, on parle de la création de 5 grands pôles agro-industriels régionaux pour structurer la production locale. Oui, ça j'ai vu. Vous voyez? Et en plus, le gouvernement vous dit, vous ne pas dire le candidat de RHDP vous dit, Abidjan concentre en lui seul environ, je crois, 40% de la richesse. Il est important que cette richesse-là soit diversifiée dans différentes régions. On a bien compris cela. Pourquoi? Parce que quand on parle aussi de la vie chère, Abidjan concentre un maximum de population, et ce qui fait que, indéniablement, il y a ces conséquences-là qui vont avec. Mais par contre, si vous avez... une zone industrielle, par exemple, à Yamoussoukro, une zone industrielle à Bouaké, à Gagnoa, à Daloa, et que San Pedro prend son élan, et que Mans est développé, mais vous pensez que ces populations vont se déplacer de ces zones-là pour venir vers Abidjan? Il y aura des zones de richesse à l'intérieur du pays, et ces populations-là pourront aller vers ces zones-là pour profiter de cette richesse-là. Et vous verrez que le développement va y arriver. Les zones d'activité commerciale que nous voyons aussi, mais les zones d'activité économique que nous voyons aussi, ce sont des modèles desquels on doit s'inspirer aussi chez nous pour créer ces modèles-là chez nous pour que les populations puissent bénéficier de tout cela. Donc ne dites pas que rien n'a été fait. Je ne suis pas d'accord. Bien. On le sait. Bien. Moi, c'est quand même dommage que c'est 15 ans après que vous vous en rendez compte. J'arrive pour... C'est surtout ça. Comment se rendre compte qu'après 15 ans, c'est maintenant, on sait qu'on va créer des pôles économiques à travers chaque région. Franchement, voilà, ça, c'est pas... Non, c'est pas après 15 ans qu'on... Non. Dans mes propos tout à l'heure, il y a des chantiers qui sont déjà en cours, qui ont déjà été réalisés. Voilà. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on a pensé à ça. Voilà. Parce que, en fait, vous avez en face des projets d'envergure de ce genre-là qui ne se font pas en une année. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des projets de ce type. Mais non, et je vous prends même le cas du pont Félix Henri Konrad-Bédier par exemple. Mais l'idée de ce pont-là date de 1952. Oui. Et après, ça a été relancé en 1996. Et vu toutes les crises qu'on a subies, ça a été une vérité que récemment. Donc, pour oui, vous dire, là, c'est différent. C'est pas un très bon exemple. Je parle de projet d'envergure. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord, on le laisse terminer et on passe à l'autre sujet. Merci. Je vous laisse terminer. De la capitale économique, non. Je parle justement des projets qui sont... Et donc, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Et là, on vient de vous énumérer tous les projets qui vont être réalisés en tout cas. Donc, en fait, ne dis pas que 15 ans après, on s'est rendu compte. Non, vu qu'on parlait du conseil de la capitale, et puis il y a M. Tiekoura qui disait on n'a pas ce chiffrage des investissements que ça demande. Moi, je pense que en termes de priorité, on aurait mieux fait. C'est-à-dire de se concentrer sur ce transfert de capital-là que de mettre les milliards qu'on a mis dans la tour F. Voilà. Aussi, on aurait aussi pu regarder, par exemple, pour les 35 km de métro et
métro, le métro d'Abidjan. 37 km. Aujourd'hui, ça fait plus de... Depuis 2015, il était annoncé en 2020. Ah, il est encore dans les projets phares, construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Qui va être inauguré en 2026. Et pour ce projet-là, on était à 870 milliards. Aujourd'hui, ils sont à plus de 1000 milliards. Mais vous avez écouté le ministre Amadou Koni lorsqu'il a été invité sur le plateau. C'était pas convaincant. Donc, oui. Bon, vous, ça ne vous a pas convaincu. Non, moi, techniquement, vous n'êtes pas convaincu. Non, techniquement, il faut être techniquement. Oui. Bon, maintenant, pour répondre à Jean-Luc, donnez-moi un Il a terminé, tu as terminé Bon, vu que là, j'ai perdu le fil là. Il parle de la tour F et il parle du métro. Non, mieux même, la mobilité urbaine à Abidjan, vous ne savez pas comment est-ce que cela a été incasté. J'arrive, je viens. Ça concourt à la mobilité urbaine. Oui, tout à fait. Ça concourt à la mobilité. Oui. Donc quand on crée un moyen de transport qui transporte par jour 500 000 personnes, ben, vous imaginez le nombre de voitures qui seront mises à l'arrêt. Vous imaginez l'impact écologique de cette infrastructure de transport. Vous imaginez aussi les retombées en termes aussi d'emploi pour la population et de productivité. C'est un très beau projet. Hein? Alors, donc maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on ne développe pas Abidjan pour décongestionner Abidjan? Toutes les routes et tous les ponts qui se font à Abidjan, c'est pas de l'argent jeté en l'air. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Non, mais pratiquement, c'est ce qu'il dit. Non, pratiquement. Parce que quand il dit qu'on construit la tour F, que la tour F est inutile. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi il dit que c'est inutile? Parce qu'on aurait pu faire Yamoussoukro avec. Yamoussoukro va devenir la capitale. Le président l'a dit. Le président l'a dit. Le président va le faire. Ne vous inquiétez pas pour cela. Parlons plutôt des choses assez sérieuses que de parler du transfert de la capitale qui se fera indéniablement. Le transfert de la capitale, c'est tellement sérieux parce que ça va permettre aussi de décongestionner. On en est conscient. Il y a une zone industrielle qui est prévue à Yamoussoukro. Toutes les grandes infrastructures qui sont à Abidjan iront aussi à Yamoussoukro. Soyez patients. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, monsieur Jean. En attendant, les crocodiles attendent la capitale. Bon, revenons à des questions plus économiques, plus intéressantes. Parlons de la dette. Parlons de la dette de la Côte d'Ivoire, qui a fortement augmenté ces dernières années, passant de 37,2% du PIB en 2019 à 59,3% du PIB à 2024. Inson, tu as quelque chose à dire sur la gestion de la dette des dépenses publiques en Côte d'Ivoire? Effectivement, déjà, j'ai écouté beaucoup de personnes se féliciter déjà sur la dotation du budget, en fait, à hauteur de 15 000 milliards cette année. Et ça a été une fierté. Il y a eu assez d'analystes qui ont dit que sur un indice comparatif des budgets des différents pays qui environnent la Côte d'Ivoire a fait un bond en ce qui concerne les 15 000 milliards. Mais moi, par contre, en fait, ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'annonce du budget. C'est surtout, en fait, d'accord, comment le budget est contracté et comment nous allons normalement rembourser. On rembourse avec quoi? On rembourse, d'accord, avec des résultats sur le plan fiscal. Création de richesse, ça c'est basique. Mais principalement, d'accord, c'est en termes de rentabilité fiscale qu'on pourra résorber. Parce que la Côte d'Ivoire, principalement. D'accord. Et il y a une évolution en termes, d'accord, sur le plan fiscal, en termes de rentabilité, principalement, en fait, la Côte d'Ivoire compte sur cela. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Dans ce budget-là également, il y a aussi la dette qui fait partie aussi de ce budget. D'accord. Mais une dette, le problème d'une dette, c'est qu'elle a des intérêts. Comment on les rembourse? Le problème d'une dette, quand elle est échelonnée dans le temps, quand elle perdure, bien évidemment, il y a des intérêts. Vous contractez un prêt auprès d'un organisme, d'accord, vous contractez un prêt auprès de moi, par exemple, monsieur, sur le temps, naturellement, il y aura des intérêts. Vous ne remboursez pas, d'accord, je vous donne 5 000, vous n'allez pas rembourser 5 000. Il y aura naturellement, d'accord, des intérêts. Attendez. Non, c'est pas prévu, non. Écoutez bien ce que je dis. Le budget, il est de 15 000, d'accord. Quelles sont les grandes rubriques? Parce que, dit comme ça, on ne sait pas. Dans le budget, la totalité des 15 000, d'accord, ne sort pas naturellement de ce que la Côte d'Ivoire possède. Dans la composition de ce budget, écoutez très bien, dans la composition de ce budget, il y a aussi une partie qui est allouée par les prêts, d'accord, pour constituer la totalité de ces 15 000. Naturellement, si j'emprunte, j'aurai des intérêts. Voilà. Et quand j'échelonne, je suis obligé de rembourser, d'accord, avec des intérêts. Quoi que l'on dise,
les 15 000 qui sont débloqués doivent être efficacement rentables pour que je puisse rembourser à long terme. Or, nous savons qu'il y a un risque quand on contacte un budget de 15 000 milliards s'il n'y a pas de rentabilité. Nous allons voir ce qu'il en sera. Parce que là, à l'instant, vous nous présentez de grands projets. Vous nous présentez des grands projets à venir. Qu'est-ce qu'il en sera, d'accord, des résultats du budget de 2025-2026? Nous attendons de voir les résultats. Deuxième point, si tu permets, Carly, je chute là. La pression fiscale. Ça, c'est intéressant. Je veux savoir déjà avec précision, aujourd'hui, nous en sommes où avec la pression fiscale en Côte d'Ivoire? Quel est le taux de la pression fiscale? Parce que dans le projet que vous nous soumettez, vous allez en fait à un taux allant jusqu'à, je crois, 15, 16, 17%. Non, le taux de pression fiscale passera de 15% du PIB en 2025 à 18%, en 2030. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos solutions. Déjà, vous nous dites, en fait, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en termes de pression fiscale, moi, j'ai pas mal d'amis, je suis entrepreneur, aussi investisseur, donc on en souffre. Et réellement, quelles sont vos solutions en ce qui concerne la pression fiscale et en ce qui concerne, d'accord, aussi, cette dette-là, en termes de le fait de contracter, un budget assez colossal. Quelles sont les stratégies sur lesquelles vous pensez rentabiliser et réduire cette dette et également sur la pression fiscale? Qu'est-ce que vous avez comme solution pour nous, entrepreneurs? Et c'est vrai que quand on lit le programme, c'est assez laconique quand même, en matière de solutions face à la... Vous avez lu un peu, mais nous accélérons des réformes à l'effet d'accroître la participation des fonds de pension. Bon, en fait, on ne va pas dans le détail pour nous montrer comment, pour rembourser la dette, il faut couper. Exactement. Je disais tout à l'heure que oui, quand on parle du budget des 15 000 milliards, il faut savoir qu'on a d'un côté les recettes, et d'un côté aussi vous avez tout ce qui va être des dépenses. Effectivement. Voilà. Donc les 15 milliards dont on parlait, vous avez parlé de la question du remboursement de la dette, mais il faut savoir que dans ce budget-là, c'est prévu. Il y a une rubrique qui est consacrée au remboursement non seulement de la dette locale, mais de la dette extérieure. Tout à fait. Et la structure de nos dettes aujourd'hui fait qu'on est moins exposé à des risques extérieurs en termes de taux de change, puisque la quasi-totalité de nos dettes extérieures sont en euros. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis un certain nombre d'années, arrive à mobiliser des ressources sur le plan sous-régional. Ce que vous avez au niveau de la Banque centrale, un organe qu'on a créé qui s'appelle UEMOA à titre, qui permet justement aux États de pouvoir lever des fonds, donc tout ce qui va être les adjudications, obligations et tout ça. Donc, il faut savoir déjà qu'en tant que banquier, on prête à celui qui est capable de rembourser. Donc, il y a un certain nombre de calculs qui font qu'on est sûr que vous allez pouvoir le rembourser. Donc, il y a un certain nombre de taux. Et sur le plan communautaire, il y a, au niveau de la France, par exemple, la limite du taux d'endettement de 60%. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 60%. Vous parlez de quoi? Je parle du taux de la dette, du taux d'endettement. Non, ça c'est... Non, c'est 60% du pourcentage du PIB. C'est 60% du pourcentage, mais c'est pas en Europe. Hein. J'ai cru voir que Maastricht, pour revenir au c'est 3%. C'est 3%. 60%, c'est communautaire, c'est le taux communautaire. Je ne parle pas de la France, j'ai dit Union européenne. Union européenne. Mais au niveau de l'UEMOA, c'est de 70%. Donc nous avons un taux d'endettement qui tourne autour de 57%. Donc avec une marge pour pouvoir absorber des risques. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, notre dette, elle est maîtrisée, donc est classée selon le FMI comme une dette à risque modéré. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter parce qu'il faut tenir compte aussi des perspectives de recettes. Aujourd'hui, quand l'État vous parle de 18%, on se rend compte qu'il y a une augmentation. On peut se dire que peut-être la pression fiscale va être forte sur ceux qui sont là. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, ce que vous savez, c'est qu'on s'est rendu compte que pour que vous ayez une économie résiliente, il va falloir justement s'adresser au secteur informel, parce qu'on a quand même des économies africaines où le secteur informel est quand même... Donc l'idée aujourd'hui, c'est de permettre la formalisation justement d'un bon nombre de ces entreprises. C'est intéressant. Comment vous formalisez? Parce que M. Touré m'a... Oui, parce que en fait, quand on parle de secteur informel, ça va être des activités artisanales, ça va être des entreprises qui sont créées mais qui ne sont pas déclarées, parce que les gens ont peur d'être identifiés par l'État à cause des impôts et tout. Donc aujourd'hui, vous avez des organes comme... Et puis aussi, ce qui fait que les gens ne peuvent pas se déclarer... Vous en freinez, je dirais, la formalisation. Non, mais... Parce que c'est qui vous allez taxer concrètement? Non, parce que les 18% représentent... On lâche un peu l'assiette fiscale. Oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait plus d'entreprises. Et le problème, c'est que là, pour les entreprises qui refusent justement de se formaliser, il y a plusieurs raisons. Il y a la durée administrative pour pouvoir se formaliser, parce qu'à l'époque, pour pouvoir créer une entreprise, ce sont des mois et des mois. Bon, aujourd'hui, avec le CPC, vous avez la possibilité justement de créer une entreprise en 24 heures, en 48 heures, quand vous avez tous les documents complets.
Mais après... En fait, ce que vous dites là, c'est quand même inquiétant, parce que vous me dites qu'en fait, aujourd'hui, comme le CPC en fait, est mis en place, on pourra avoir la latitude de pouvoir, en fait, d'accord, formaliser ceux qui sont dans l'informel. Or, vous n'avez pas catégorisé, en fait, vous n'avez même pas catégorisé les secteurs. Parce que quand vous dites des entreprises, écoutez, il y a différentes catégories d'entreprises. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous catégorisez comme entreprise dans l'informel qui pourra devenir formalisée? Moi, c'est ça la question, en fait. Parce que quand vous dites, par exemple, une femme qui, excusez-moi, hein, on est des Ivoiriens, et puis coucou à ceux qui ne sont pas Ivoiriens, une vendeuse de beignets. D'accord? Une vendeuse de beignets, elle a une structure économique. Vous voulez la formaliser. Alors, dans quelle catégorie vous mettrez cette dame d'abord et pour la formaliser? Moi, je vais vous poser une question. Ici, en France, oui. Même celui qui vend de la boisson sur les food trucks, il est obligé d'avoir un cabis. Tout à fait. Alors, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'en Côte d'Ivoire, on puisse arriver à cela? Mais c'est ça la question. Ça va être intéressant. Avec des statuts d'auto-entrepreneurs qui sont... Monsieur Tchekoura, maintenant, quand on parle de formaliser l'informel, mais c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je vais plus loin. Prenez les boutiques de Mauritaniens qui sont là. Oui. Ils ne payent que la patente aux mairies. Tout à fait. Alors, mais pourquoi est-ce que ces entreprises-là ne peuvent pas créer une société formelle où ils emploieraient des gens et puis où ils tiendraient une comptabilité normale comme tout le monde? Alors là, c'est un programme d'accord qui sera additif à celui du RHDP. Non, parce que ce que vous me dites pour moi est normal. Mais laissez-moi finir. Non, mais je rebondis sur... Non, vous allez revenir à Sigata. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous parlez de... Regardez un peu, quand je regarde par exemple l'industrialisation de promotion d'investissement privé, révision du code minier, je lis, pour augmenter la production des ressources minières, création de zones industrielles intégrées, de zones économiques spéciales, mise en place d'un fonds d'investissement et de développement industriel FIDI. Par exemple, si vous êtes intéressé à investir dans le milieu minier par exemple, ce fonds-là, il sera là pour vous accompagner. D'accord, ok. Ça sera la question du plus-value. Si par exemple vous avez une unité d'orpaillage à Abidjan, à l'intérieur du pays que vous utilisez avec des moyens et choses, l'obtention du permis va être facile, vous créez votre entreprise et vous allez demander ces fonds. Maintenant, quand on prend l'agence emploi jeune, combien de personnes ont été financées par l'agence emploi jeune? Toutes ces coiffeuses, tous ces mécaniciens, combien de personnes ont été financées pour que leurs revenus puissent augmenter? On va aller plus loin maintenant dans ce processus. En dépit de ça, je vais rebondir. Non, moi je veux qu'on ouvre aussi un autre sujet de débat assez intéressant. Vous pouvez parler de l'agence emploi jeune, mais vous accompagnez aussi des jeunes en matière d'immigration. On voit aussi des jeunes qui prennent de l'âge. Donc si les conditions étaient réunies, si le soutien était effectif, comment on n'arrive pas à éviter que les jeunes prennent de l'âge au risque de leur propre vie? Ça aussi, c'est un point. Alors, c'est un critère qui est assez intéressant parce qu'il a même cité deux secteurs. Comme, vu qu'on a le temps est imparti, permettez à Maître et Jean-Yves, il a parlé de l'orpaillage. Il a parlé du secteur minier. C'est intéressant. Moi, j'ai lu le code minier, la réforme du code minier. Il y a des actions qui sont à saluer. Premier élément, quand vous parlez d'orpaillage, il y a un élément aussi qui est très important en Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin. On en a en fait des choux gras parce qu'on disait qu'on indexait une catégorie de la population, mais aujourd'hui, on est miné par l'orpaillage clandestin. Et au niveau de la réforme du code minier, il faut véritablement tout faire pour qu'il y ait une cartographie qui soit actualisée de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse lutter contre cela. Parce que l'orpaillage clandestin, est très nuisible pour le secteur minier en Côte d'Ivoire, même sur l'aspect environnemental. Mais je rebondis encore sur l'agence emploi jeune. C'est très intéressant. Monsieur Touré Mamadou, quand il est arrivé aux affaires, avait cité un cas d'espèce, un monsieur qui avait reçu un financement assez énorme pour les salons de coiffure. Pour les salons de coiffure. Alors, quels étaient les critères et même quels sont les critères d'attribution en ce qui concerne l'agence emploi jeune pour certaines personnes qui vont postuler pour avoir un financement de la part de l'État? Les éléments sont assez flous parce que le cas de cet exemple-là, monsieur Touré Mamadou avait du mal, il avait juste dit prendre une mesure répressive à l'égard de cette personne. Donc, et je reviens encore sur un autre élément qui est la formalisation. Parce que quand vous expliquez cet élément, c'est intéressant, la dotation de cabis. Moi, je suis tout oui. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une évidence. Monsieur Touré Mamadou en avait parlé, je pense, il y a 5 ans ou 4 ans sur un plateau télé. Ce dont vous évoquez à l'instant. C'est devenu aujourd'hui un programme pour les 5 prochaines années. Il n'y a pas d'effectivité. Et je vais vous dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, c'est un fait. Parce que vous avez cité le cas de ceux qu'on appelle les Mauritaniens. Je salue la Mauritanie que j'apprécie de tout mon cœur. C'est un exemple. Oui, mais il a parlé d'une patente. Non, il a parlé... il a parlé d'une patente. C'est pas péjoratif, c'est que non, absolument. Ouais. Mais non, c'était... Non, mais monsieur Tchekoura, je n'étais pas en train de dire cela. Allez-y, voilà. Il parlait d'une patente, d'une taxe communale. C'est un fait.
Alors, aujourd'hui, nous sommes, je ne vais même pas donner une solution, d'accord, mais vous inspirez... Donner la solution. Non, je ne veux pas que le RHDP s'en inspire. Mais des pays d'Amérique du Sud, le Rwanda et les pays d'Amérique du Sud se sont inspirés de cet exemple-là en ce qui concerne, d'accord, la prolifération de l'informel sur le formel, avec une digitalisation de l'emploi à partir des terminaux que l'on peut avoir en tant que commerçant, d'accord, sur son téléphone. À partir, d'accord, du terminal que vous avez sur votre téléphone, une fois que M. Carlyle vient acheter chez vous, il y a votre puce ou votre ligne téléphonique qui est rattachée au service d'impôt, qui vous identifie automatiquement, même si vous ne voulez pas vous déclarer. C'est l'une des hypothèses et l'une des pistes sur lesquelles vous pourrez plonger au lieu d'attendre, d'accord, de vous doter des cabis administratifs classiques. Parce que le Mauritanien n'ira pas naturellement, d'accord, à la Chambre de commerce et d'industrie pour faire quelque chose. Pourquoi est-ce que ne pas envoyer les services des impôts vers ces Mauritaniens-là ou bien les services de l'État pour leur mettre... Mais la digitalisation, elle arrive chez vous à domicile. Voilà, donc je ne sais pas si en matière de fiscalité aussi, il y a la question de la lutte contre la corruption. D'où la digitalisation est une option. Parce que quand vous prenez... Non, parce que quand vous lisez le programme dans son entièreté, au niveau de la digitalisation, c'est une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on s'est rendu compte que justement pour lutter contre la corruption, il faut digitaliser. Aujourd'hui, on a e-justice, même du point de vue administratif, pour les extraits de naissance. Parce qu'au lieu d'aller donner 1000 francs à quelqu'un qui peut te faire un extrait. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le problème, c'est fait. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut en termes de numérisation. Vous avez vu même au niveau de la FinTech, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui justement pour aller vers... Et de plus en plus, l'administration est en train d'aller vers la digitalisation qui est une... Et ce qu'il dit est totalement intéressant. Puisque... Il faut l'embaucher au RHG. Ah non. Non, puisque nous, on a... Non, monsieur Tchoukoua ne voudra pas... Ce sont les choses qu'on a prévues en fait dans le programme. Que je vais venir souvent sur les plateaux télé. Ça, les choses que nous avons prévues parce qu'on est à l'ère du numérique, de la digitalisation, à un moment donné... Bon, au moins on se rejoint là-dessus. Non, ça c'est... Oui, puisqu'on en a parlé, je suis totalement d'accord avec vous. Quand on parle de... L'État est bien conscient que pour rembourser la dette, il faut qu'on ait des recettes intérieures qui augmentent. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi que quand il y a les découvertes minières, minéralogiques comme le site Baleine offshore et puis les différents gisements miniers qui ont été découverts, c'est de la plus-value. Parce que pourquoi? Ça va permettre à l'État d'engager beaucoup de recettes. Et mieux, quand on arrive à transformer nos matières premières en produits finis ou semi-finis, qu'on les exporte plus cher, c'est de la richesse qu'on crée aussi pour augmenter cette assiette fiscale-là. Maintenant, la lutte contre la corruption nous reste 10 minutes. Non, je vais laisser mettre... Alors, la corruption, bien sûr, c'est un sujet qui est majeur, puisqu'on parle de recettes fiscales. On nous dit qu'il y a plus de 1000 milliards tous les ans qui... un manque à gagner, Voilà, un manque à gagner de plus de 1000 milliards. Vous savez, en droit, on dit la fraude corrompt tout. Moi, si je rapporte ça à la gestion d'un État, la corruption corrompt tout. Puisque un individu, vous avez parlé des actes de naissance, des actes d'état civil. Parlons-en. Je suis avocat ici. Et je suis extrêmement bien placé pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, des gens ont 2 actes de naissance. Des gens se marient 2 fois dans ce pays et transportent ici ces actes de naissance. Que les actes d'état civil ivoiriens sont contestés, y compris devant les juridictions ici. C'est un problème majeur que vous n'avez pas su régler en 15 ans de gouvernance. C'est grave, hein? On ne s'en rend pas compte. J'en parlais un jour avec un responsable de votre parti que je ne citerai pas, qui m'a dit « c'est une bombe à laquelle aujourd'hui peu de personnes envisagent de toucher ». Mais c'est vrai. Un homme qui se marie 2 fois. Les actes de décès, les gens s'en procurent encore en Côte d'Ivoire. Donc je me dis aujourd'hui, moi Didier Kakou, quelqu'un a la possibilité d'utiliser mon acte de naissance, en faire un acte de décès, et puis voilà. Donc la corruption, c'était un sujet majeur. Plus de 1000 milliards. On cherche des recettes ailleurs, mais on doit s'attaquer à ce qui est fondamental, c'est la corruption. Plus de 1000 milliards, 1/15 du budget de l'État. Messieurs, regardons quelque chose de très simple. Vous voyez en Chine comment c'est puni la corruption? De la peine de mort. Je suis un fervent abolitionniste, je ne suis pas pour la peine de mort, mais il faut des sanctions dignes de ce nom, y compris au besoin rediffusées à la télé pour que le citoyen ivoirien constate que la corruption est réprimée. On sait aujourd'hui les sources de la corruption. Ça part de tout le monde. Du simple agent de mairie qui vous prend 1000 francs à celui qui vous prend 2000 francs sur les barrages routiers ou à celui qui vous prend 5000 francs pour qu'un Gbaka puisse réussir un contrôle technique. Soyons très honnêtes ici. Lorsque vous voyez les Gbaka en Côte d'Ivoire, ça ne vous pose pas de problème de vous dire, mais en fait, ce mec-là, comment est-ce qu'il réussit sa visite technique? Moi, si, ça m'interpelle, parce que finalement, ça fait des morts sur les routes. Donc, vous voyez que la corruption, elle absout tout ce qui peut se faire de bien aujourd'hui. Moi, sur l'économie, vous ne m'avez pas entendu très critique. Oui, le niveau de la dette interpelle, bien sûr, mais je reconnais aujourd'hui le bilan infrastructurel qui est très important, qui est très bon en Côte d'Ivoire. On peut se poser la question de savoir si les fonds
issus de cette dette-là ont été tous affectés au développement de la Côte d'Ivoire. C'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais je salue ces progrès infrastructurels qui sont su, vus et admis par tout le monde. Le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs, l'avait salué récemment à Yopougon. Donc il y a du bon et il y a du moins bon sur la corruption parce que c'est un gros talon d'Achille. On en avait cité deux, on en cite un troisième. La corruption. Créer des structures pour lutter contre la corruption, c'est bien. Mais si derrière, ça reste des effets de manche et que dans la pratique, il n'y a pas de sanctions très claires, c'est un problème. Lorsque vous attendez 15 ans pour nous dire que vous allez enfin digitaliser l'état civil et lutter contre la corruption, messieurs, c'est un problème. Il n'y aurait pas Internet. Non. Il n'aurait pas la prétention de dire ça. Mais c'est pour vous dire que oui, vous avez des réussites économiques, le taux de croissance, le SMIC qui passe de 45 à 70 000 francs, le salaire des fonctionnaires qui connaît 50 000 francs d'augmentation en moyenne de 2011 à aujourd'hui, ce sont des réussites. Mais il y a de gros talons d'Achille qu'il va falloir prendre. Le président Alassane Ouattara vient quand même d'une école occidentale où la corruption, elle n'existe pas. Non. Pourquoi est-ce qu'il attend Monsieur, aux États-Unis, vous n'allez pas me dire que vous avez une administration qui est corrompue. Ah non, je ne peux pas dire ça. Voilà. Mais quand on dit que ça n'existe pas... Non, monsieur, vous imaginez... Fait-il les États-Unis? Alors, vous imaginez qu'on parle de taux de corruption qui sont pas nuls. Voilà. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui est bercé, biberonné dans ces démocraties occidentales où la corruption est châtiée et combattue, devrait reproduire cela en Côte d'Ivoire, et sans attendre 15 ans. Et moi, c'est un problème. C'est un grief que j'ai encore vis-à-vis de votre Moi, je suis... J'essaie de ne pas parler beaucoup. Il faut le donner après pour terminer. D'accord. Il a dit qu'il était fatigué déjà. Avant votre retour à Abidjan, déjà, vous coupe. Oui, on avait parlé de l'agence emploi jeune et tout. Moi, déjà, son fonctionnement même, il pose problème. Notamment au niveau de... Moi, j'ai un ami avec qui j'ai fait la formation ici. Il est arrivé, je crois, en 2018, ici en France. Mais, donc, on était ensemble et puis on s'amusait comme ça à chercher, parce qu'il s'était inscrit à l'agence emploi jeune en Côte d'Ivoire dans le temps parce qu'il cherchait à faire un stage. Et donc, on s'est amusé comme ça à chercher son nom. On s'est rendu compte que dans les fichiers de l'agence emploi jeune, il est mis là-bas que depuis 2019, il est en stage, sachant qu'il a quitté la Côte d'Ivoire en 2018. Vous voyez? Donc, quand on a vu ça, on se pose des questions sur tout ce que vous dites, notamment le financement, comment les choses se font. Est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce que ça se fait véritablement? Parce que moi, j'ai un cas pratique. Donc, je suis à même de me poser les questions suivantes. Est-ce que les choses se font dans de bonnes conditions? Ça, c'est un. De deux, concernant l'adéquation formation-emploi, on se rend compte que c'est maintenant là, l'agence emploi jeune, ou du moins le ministère de la jeunesse se dit, on va mettre, je pense qu'il faudrait qu'on se penche sur cette question-là parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à la fin de leur formation, ne trouvent pas d'emploi lié à la formation qu'ils ont suivie. Après 15 années, c'est-à-dire, là, c'est en 2024, c'est en 2024, 2023, c'est là, ils ont commencé comment on appelle ça, ce ministère de la jeunesse a commencé à s'activer. Et donc, pour moi, je dis c'est dommage. C'est dommage. Et là, on voit encore, on nous avait vendu, comment on appelle ça, le PJ Gouv 2023-2025, l'année de la jeunesse 2023-2024. Personnellement, je n'ai rien vu. 2024-2025, personnellement, je n'ai rien vu. Donc, si vous avez des chiffres, même pas des chiffres, parce qu'avec les chiffres, on peut les marquer. Si vous avez des exemples pour nous donner là, aujourd'hui, là, pour nous montrer des exemples palpables pour que nous puissions au moins savoir ce qui a été fait concernant ces différents programmes, on sera tout oui. Vous savez, moi, je reste vraiment sous ma faim parce qu'on avait réservé 90 minutes pour débattre un peu, mais on est quasiment à la fin de l'émission, il ne reste que 2 minutes. Okay. Mais je vous propose, devant les téléspectateurs et tout le monde, je vous propose de faire un match le tout pour aborder vraiment sur la question de Jean-Yves, ce sera une des thématiques aussi de la jeunesse, la question d'éducation. Et puis on parlera de la politique internationale du chef de l'État. Moi, mais rapidement, voilà, je voulais vraiment, je voulais rebondir sur ce que Maître a dit. Je suis revenu sur la promotion de la bonne gouvernance. Tu vois, dans le projet du candidat, il a dit que le projet vise à établir un État exemplaire qui gouverne avec justice et excellence. La modernisation et la digitalisation de l'administration publique pour améliorer les services. Ça veut dire que le digital va prendre une part importante dans le futur. Ce qui va juguler, in fine,
la corruption, même si elle ne va pas disparaître complètement. Je rappelle que le guichet unique du Trésor, c'est le président Ouattara qui l'a mis en place pour que l'État ait qu'un seul compte. Parce qu'avant, il y avait plusieurs comptes et les déperditions étaient énormes. Donc c'est déjà un pas. Maintenant, renforcer l'État de droit et le système judiciaire. Donc toutes les critiques que vous avez émises tout à l'heure, elles sont prises en compte déjà par le gouvernement. Parce que quand Sigata disait que le bilan, on peut nettement l'améliorer, c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la présentation du programme au candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le ministre d'État Patrice Kachi l'a dit. Ça a mis beaucoup trop de temps. Voilà, donc non, je sais qu'on part de très loin, donc tout le monde est pressé, tout le monde veut que ça aille vite, mais ayons un peu de patience. On espère que le 25, parce que là on a oublié de le dire, on espère que le 25 octobre 2025, le candidat qui sera élu au premier tour sera ce sera le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Et pour ajouter, il faut dire qu'on est conscient que la corruption, comme je le disais en off, gangrène notre société, surtout africaine, dans son entièreté. Mais il faut quand même noter que quand on prend l'indice IPC de Transparency, on a quand même gagné 85 places, donc en 15 années. Et donc pour vous dire en fait qu'il y a... Ça peut ne pas être parlant. Vous me donnez 2 ans, la corruption en Côte d'Ivoire, on n'en parle plus. Je lui en fais le cerveau. Oui, parce que vous avez des méthodes coordonnées. Vous avez des méthodes coordonnées. C'est une question de volonté. Il a des méthodes coordonnées. Une information assez intéressante, en fait, l'article 27 de la Constitution de 2016 parle de quelque chose de très important, le principe de neutralité. Le principe de neutralité et ses démembrements. Article 27. Et il y a un bel exemple, M. Nizako, PCA de la structure de la Sodefort, a évoqué en fait un don de 100 millions, d'accord, pour la campagne. Mais ils l'ont fait à titre privé ou bien à titre de la non, pour les PCA de structures. Pour les PCA de structures publiques. Et donc, corrupteurs actifs et corrupteurs passifs. Donc, c'est à leur nom propre qu'ils l'ont fait. Merci beaucoup. Merci à M. Sigata. Merci d'avoir vraiment répondu à nos questions. C'était pas facile, j'imagine, avec des intervenants des amoureux de la Côte d'Ivoire. Des amoureux de la Côte d'Ivoire avec de différentes... Voilà. Merci beaucoup, c'était bien. Il faut qu'on fasse vivre le débat d'idées. Oui, là, on a tout été ouvert pour ça. Et puis rendez-vous pour le match retour pour le même format, 90 minutes. On abordera les questions de jeunesse, d'éducation et de politique internationale. Bonne soirée à vous. Merci. Merci.